Il est vrai que quand on parle d'utopie, qui est une notion qui semble fortement liée à la collection du Frac-Centre, qui est justement une collection orientée sur les relations entre l'art et l'architecture, et surtout l'architecture expérimentale à partir des années 50, on pense souvent qu'il s'agit d'utopie. Pensant par là que ces architectes ont imaginé des villes qui ne seront jamais que des villes imaginaires, en l'occurrence. Alors qu'en fait, la plupart des architectes qui, à partir des années 50, 60, 70, la plupart de ces architectes qui vont réfléchir à une nouvelle architecture, à une nouvelle ville, ou à des villes nouvelles d'ailleurs, sont des architectes qui vont vouloir répondre à des problématiques de l'époque, et des problématiques tout à fait réelles. Les propositions qu'ils font, qui sont parfois très abstraites, c'est vrai, sont des propositions qui ne sont pas de l'ordre de la littérature ou de la science-fiction, encore que, on verra d'ailleurs des projets qui s'en rapprochent, mais sont souvent des propositions qui ont pour but de répondre à ces problématiques-là. En fait, les propositions qui sont celles de Chagnac, qui seront également celles d'Emmerich, qui seront celles, dans une certaine mesure, de Zerman ou d'autres encore, très, très nombreux dans la collection, sont des propositions qui, c'est comme je le disais tout à l'heure, sont des propositions qui cherchent à répondre à une solution cauchemardesque à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et surtout au début des années 50, qui est, et c'est ainsi que Michel Aragon l'appelle, le cauchemar du nombre. Il y a une surpopulation galopante qui, si elle n'est pas encore là, est pressentie. Il y a une réduction due notamment à cela, une réduction programmée des espaces constructibles habituels, et il n'empêche qu'il va falloir loger l'ensemble de ces habitants-là. Et donc la proposition, ces architectes-là vont reprendre les propositions qui avaient été celles des modernes d'avant-guerre, c'est-à-dire effectivement une industrialisation de l'architecture, mais qui n'avait pas été réalisée par les architectes d'avant-guerre. Ces architectes veulent réaliser cette architecture-là, non pas pour rationaliser l'architecture, mais pour permettre à tout un chacun, d'une part, d'avoir un logement, et surtout un logement qui lui convient. Et donc, entre la proposition d'avant-guerre et les propositions de ces architectes-là après-guerre, il y a au moins une avancée, c'est qu'effectivement, on recourt à la préfabrication, mais cette préfabrication doit permettre non pas une standardisation de l'habitat, mais une différenciation de l'habitat à partir de modules que les gens pourraient d'eux-mêmes moduler, pourraient assembler. Et donc, l'idée, on revient à l'idée du jeu de construction, c'est d'avoir effectivement des éléments préfabriqués, nombreux, mais qui soient définis, qui soient un certain type défini, et que c'est sur l'assemblage, l'assemblage de ces différents éléments que l'habitant va pouvoir jouer et composer. C'est en cela que Chagnac parle d'architecture industrialisée et poétisée. Et pour trouver des principes d'assemblage, à partir d'un nombre d'éléments finis, ils vont chercher des solutions. Alors, il y a différentes solutions. Il y a l'étude des polyèdres, qui est une étude traditionnelle depuis Platon, pratiquement, qui est également celle d'Emmerich. Et puis, il faut aussi trouver où se situent ces polyèdres et où on pourrait éventuellement trouver des lois qui permettent à partir d'un nombre d'éléments finis de créer des formes infinies. Et beaucoup de ces architectes vont se tourner vers la nature et vers les lois de morphogenèse naturelle, c'est-à-dire comment la nature, à partir d'un nombre d'éléments finis, qui sont par exemple les atomes, très simplement, va pouvoir créer un nombre infini de formes en jouant sur les lois de formation, en fait, sur les lois de composition de la forme. Et c'est en cela qu'on retrouve la nature non pas comme environnement, mais comme principe formateur, comme principe de formation. Donc on retrouve deux choses, d'une part des formes organiques, les cellules, et des principes de prolifération de la forme, qui sont également organiques, ou en tout cas qui sont des principes de formation naturelle. Alors cette prolifération-là, ces formes-là, à côté des formes organiques des cellules, qui sont
ceux de Chagnac et Laserman, ou encore même d'Antti Levaque, hein, qui insistera beaucoup sur la forme ovoïde comme étant la forme adaptée, d'une part à la circulation des corps, mais aussi à l'harmonie intérieure que l'on retrouve à l'intérieur du corps humain. Ce sont également des formes cristallines, on va dire, c'est-à-dire des cristaux, comme par exemple les cristaux de neige, ou encore les formes polyédriques de Emmerich, qui sont des architectures qui vont voir non plus du côté de formes organiques comme le sont les cellules, mais plutôt se tourner vers les formes de cristaux de neige et autres. Ce qui est intéressant avec l'un comme l'autre, c'est que même si on se réfère à des formes naturelles, à des principes naturels, c'est néanmoins l'industrie qui va permettre de réaliser cette architecture-là, c'est-à-dire réaliser encore une fois des éléments préfabriqués, des éléments préfabriqués et donc standardisés. C'est le cas par exemple de Emmerich qui, à partir de ses autotendants, imagine des structures gigantesques composées de boutons qui sont des barres. Dans la maquette que vous avez, c'est des barres en bois, des tirants qui peuvent être des câbles, ici il s'agira de chaînes, et que reproduit à l'échelle 1, ces autotendants puissent être la structure première, l'ossature première si vous voulez, de quelque chose qui ne soit plus de l'architecture, mais qui soit ce qu'on appelle une mégastructure, c'est-à-dire une structure à l'intérieur de laquelle on retrouve une dimension urbaine et une architecture intégrée. C'est l'abandon en fait de l'architecture au profit d'un habitat collectif. Encore une fois, l'idée derrière, c'est que les gens puissent auto-assembler leur architecture plutôt que l'auto-construire. C'est-à-dire que là où l'autoconstruction ne fait pas nécessairement appel à des éléments préfabriqués en industrie, l'auto-assemblage, l'autoplanification, comme le dirait Yona Friedman, qui est le père de cette tendance, l'autoplanification, c'est permettre à l'individu de se passer de l'architecte et de consommer par lui-même l'architecture en l'achetant sur catalogue directement à un industriel pour pouvoir réaliser l'architecture qui lui convient tant dans ses besoins que dans ses désirs. Alors cette question d'abstraction du coup me permet presque de retomber sur mes pattes et de revenir à Dillon, qui effectivement est d'abord et avant tout un peintre qui commence comme peintre naturaliste, qui au cours des années 60 va embrasser une pratique beaucoup plus abstraite et très liée d'ailleurs au contexte de l'époque, pour évoluer vers une pratique du monotype et puis en arriver à l'architecture. Et il peut paraître étonnant d'arriver depuis la position de peintre jusqu'à devenir architecte. On imagine parfois que les différents champs artistiques sont très cloisonnés, qu'on n'arrivera pas facilement à passer d'une réflexion en 2 dimensions à la réalisation d'espaces à habiter qui, pour le coup, sont en 3 dimensions. Et ce passage de l'un à l'autre, en fait, est facilité à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fin des années 60, par la résurgence d'une pensée qui est issue d'ailleurs, pas forcément du XXe siècle, mais qui deviendra forte jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, et qui est l'idée de synthèse des arts. Donc cette rencontre, d'une part entre les différents champs artistiques, mais aussi entre les arts appliqués et les beaux-arts, c'est une pensée qui va ressurgir après la Deuxième Guerre mondiale, à travers notamment des groupes, comme le groupe Espace en 1951, créé par André Bloch, et par la rencontre d'une génération issue de l'art abstrait, de l'abstraction géométrique même, et une nouvelle génération qui est beaucoup plus liée à une abstraction non figurative. Alors, ce qui est très intéressant avec ces 2 maisons, c'est qu'effectivement, le dispositif est très proche, c'est-à-dire que l'une comme l'autre sont des rubans qui vont dérouler un espace à vivre et un espace surtout à s'approprier. Que l'une et l'autre sont effectivement dans des environnements très proches, donc
dans le flanc de colline ou à proximité de la côte, donc souvent dans des terrains pentus, et que l'une comme l'autre sont une manière de s'adapter, d'épouser justement la pente pour pouvoir se glisser dans un contexte qui paraît a priori pas facile. Donc il y a tout à fait cette idée de douceur, comme vous disiez, et cette idée de flux. Ce qui est très intéressant, c'est que même si l'une comme l'autre utilise le même dispositif, ce ruban, cette idée de ruban, que chez l'une et l'autre il y a l'idée de flux, elles ne partagent pas forcément la même tradition, ne sont pas issues de la même tradition. Alors si, il y a bien au moins un référent commun, mais traduit chez l'un et chez l'autre de manière différente, c'est évidemment l'architecture moderne et le langage moderne. Chez l'une, qui est une maison japonaise, il y a l'idée de modularité, il y a aussi l'idée d'innovation technique, qui sont l'une comme dans la première maison, donc l'exemple japonais de la e-house de l'atelier Hitoshi Abe, i-house pour le prononcer justement. C'est une retraduction de principes modernes, mais une retraduction localisée, on va dire, dans une culture japonaise qui depuis longtemps déjà avait exploité l'idée de module, l'idée de flux bien entendu, et l'idée d'innovation technologique qui va, il est vrai, quand même connaître un boom avec l'arrivée de l'architecture moderne au Japon. L'autre, il y a aussi cette idée de modularité, il y a aussi cette idée d'espace laissé à l'appropriation, d'espace lisible et clair pratiquement, mais elle est beaucoup plus liée à l'apparition et à l'émergence des outils numériques dans le champ de l'architecture. Et d'ailleurs, il s'agit la Möbius House porte très bien son nom parce qu'il s'agit en fait d'un ruban de Möbius. L'exercice est très amusant à réaliser. Le principe du ruban de Möbius, c'est de créer une continuité à partir d'une même bande qui serait tordue et qui n'est plus qu'une seule face en fait, alors que normalement toute chose est composée de deux faces. L'idée de flux est aussi présente chez l'une et chez l'autre, et ce qui est très intéressant, c'est que ce flux est celui à l'intérieur de la maison. Effectivement, c'est un espace continu que l'habitant va parcourir en fonction de son quotidien, en fonction de sa journée, depuis les espaces de travail pour la Möbius House, depuis les espaces de travail jusqu'aux espaces privés. Et chez l'autre, il y a cette idée de flux intérieur, à l'intérieur, et de passage. Mais aussi l'utilisation de l'environnement et d'une porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Dans la maison de UN Studio, la maison est largement ouverte sur l'extérieur. Donc il y a une porosité vers l'extérieur, un intérêt pour l'environnement dans lequel on ne va pas uniquement s'intégrer, mais avec lequel on va interagir visuellement. C'est-à-dire que depuis une porte d'entrée, on va progressivement s'acheminer vers une sortie visuelle qui est une fenêtre qui ouvre vers l'océan. Donc d'un côté comme de l'autre, on a effectivement cette idée de flux. D'ailleurs, je pense que sur la tradition orientale et la philosophie orientale, vous seriez beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Et puis aussi, une chose qui est très importante, c'est l'importance donnée à l'innovation. Je vous disais tout à l'heure que l'innovation est très importante dans l'architecture contemporaine japonaise, et c'est vrai que Hitoshi Abe est un de ces architectes japonais qui, par le biais d'un recours fort et puissant aux technologies, aux nouvelles techniques, va permettre un allègement de l'architecture, si vous voulez, que l'architecture ne soit plus qu'un écran poreux et amovible presque, comme un écran shoji, qui ne coupe plus l'intérieur de l'extérieur, qui ne coupe plus de la même manière ce que vous disiez le corps de l'esprit, mais qui ne soit qu'un écran poreux, qui ne soit qu'un filtre. En fait, tout à l'heure, en commençant, j'ai commencé par parler des contraintes fortes, apocalyptiques presque, qui pesaient sur l'architecture et sur l'homme tel qu'il vivait, tel qu'il habitait dans les années 50. En fait, il y a deux types
de moteur pour ces architectes. D'une part, il y a effectivement des contraintes fortes, des problématiques, le nombre, la disparition des espaces, et puis aussi il y a l'apparition et l'envie aussi d'expérimenter de nouveaux modes de vie. Parmi ces modes de vie à expérimenter et auxquels on doit s'adapter, il y a évidemment l'apparition et surtout le développement exponentiel, que l'on imagine en tout cas, du temps de loisir. Et des gens, des architectes de l'époque, qui ne sont pas présentés ici, mais comme Justus Daindon, comme Archigram, vont justement vouloir adapter l'architecture à une société des loisirs et permettre encore plus cette société des loisirs. C'est-à-dire une architecture qui va permettre l'événementiel, donc qui va raccourcir la distance mentale et physique entre les lieux de loisirs et les lieux de vie, ce qui n'était absolument pas le cas justement de l'architecture proposée notamment par Le Corbusier, ou avant la Seconde Guerre mondiale pour faire large. Et donc ils vont vouloir au contraire que ce soit une ville loisir, une architecture loisir. Cette dimension ludique de l'architecture, c'est aussi transformer radicalement le rapport à l'élément architectural, qui n'est plus un objet, qui n'est plus un objet patrimonial, qui n'est plus une tombe, mais qui devient un élément avec lequel on joue, un élément que l'on module. C'est aussi ce qu'on retrouve dans l'architecture modulaire et préfabriquée de Chamillac, par exemple. Ça devient un jeu. Et puis par ailleurs, c'est le cas notamment de deux projets que vous présentez, la Caravane Flore et la maison de vacances volante de Guy-Rottier. Ce sont deux projets qui sont adaptés aux vacances, qui sont pensés pour les vacances. Alors effectivement, on retrouve une idée, un élément architectural préexistant comme la caravane, mais là aussi c'est des caravanes ou c'est des architectures temporaires nouvelles. La première fait appel au plastique et au gonflable surtout, c'est-à-dire que l'élément architectural n'est pas un objet, là aussi c'est un dispositif qui se gonfle, qui se déploie, ce qui est tout à fait nouveau. Le gonflable va être très important pour les architectes des années 60-70 parce que dans le gonflable, comme je vous disais, ce n'est pas un objet, c'est un environnement qui est créé temporairement. C'est-à-dire que ce qui fait architecture, c'est de l'air. C'est la disparition de la matière, presque. Ce qui va complètement avec l'idée de loisir, d'ailleurs. Ce qui fait le temps de loisir, ce n'est pas tant ce qu'on y fait, c'est surtout ce qu'on n'y fait pas, c'est-à-dire travailler. Pour l'architecture de Guy-Rottier, la maison de vacances volante, c'est effectivement extrêmement... alors c'est futuriste ou de l'architecture d'anticipation même. C'est très bande dessinée aussi, parce qu'on verrait ça dans un Spirou. C'est très bande dessinée, mais d'ailleurs Spirou est très influencé à l'époque par les recherches en matière de design et d'architecture. Par la nouveauté, quand on voit les automobiles. Exactement, quand on voit les automobiles de Spirou, sur les falaises même de Gaston Lagaffe, alors qu'il y a parfois des voitures très vintage, mais parfois des voitures extrêmement... quand Spirou vient chercher notamment des voitures très futuristes, c'est des auteurs de BD qui sont très au fait de ce qui se fait en matière de design et d'architecture. Les passerelles sont très simples entre l'un et l'autre. L'idée de Guy-Rottier, c'est bien entendu de créer une architecture débarrassée de toute contrainte. Et justement, ça me permet de revenir au dernier projet de la récupération. Qui lui est de la récupération. C'est effectivement une architecture réalisée à partir de containers par Wes Jones. Le container est l'élément le plus symbolique qui soit, le plus témoin qui soit de ce qu'est du transport mondialisé, de la consommation mondialisée, de la pollution mondialisée, de l'aliénation aussi à cette consommation-là. Et là, c'est cet objet qui est détourné pour devenir une architecture modulaire, transportable, préservant l'environnement. On retrouve d'ailleurs l'idée de l'hélicoptère qui permet de transporter cet élément architectural soit sur une zone inconstructible ou par ménager par des routes. La maison, les Sierra Cabins, qui sont les High Sierra Cabins, qui sont en fait le projet auquel appartient les différents types de maisons pensées pour les SE-Link, pour le groupe SE-Link, sont donc des maisons qui devaient s'implanter dans un parc naturel. Ce qui est très intéressant, c'est que
on a en regard deux époques. On a une époque optimiste, et riche, puis riche, voilà, pleine croissance dans tous les sens du terme, ce qui doit permettre justement, ce qui suppose des principes de croissance, des principes de prolifération, et ici des principes de réagencement et de récupération. En fait. C'est réagencer des éléments existants pour en faire de l'architecture.